Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous signé RCF, le grand entretien. Tous les 15 jours, je recevrai sur RCF Radio et RCF 63 TV, chaîne YouTube, en vidéo, une personnalité du monde politique ou économique de la région Auvergne. Aujourd'hui, Odile Saugue, députée du Puy-de-Dôme. Bonjour Odile Saugue. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté d'inaugurer ce nouveau rendez-vous proposé par RCF. Nous parlerons politique, nous parlerons gouvernance, nous parlerons également d'une mission parlementaire que vous avez menée en Iran et qui est passée plus ou moins inaperçue de la part des médias régionaux ou provinciaux, alors que ce fut une déferlante médiatique de l'autre côté de l'Hexagone. On va parler de cette mission parlementaire française du 24 au 27 juin dernier en Iran pour des entretiens ayant porté notamment sur le dossier nucléaire et la situation en Irak. Cette visite s'est inscrite dans le cadre de la diplomatie parlementaire, une phase décisive, avez-vous dit, avec Téhéran sur le dossier nucléaire. Pourquoi vous, en tant que député, avoir été choisi pour conduire cette mission parlementaire? Alors, déjà, je répondrai à votre question après. Ça n'a pas été décisif sur le dossier nucléaire, c'est-à-dire que nous n'avons pas discuté du nucléaire. En fait, vous y alliez pour discuter du nucléaire? Non, non. Nous y allions pour reprendre des négociations, et vous avez parlé de diplomatie parlementaire, ce qui est tout à fait juste. Cette mission, elle entrait dans le cadre d'une mission qui dure toute l'année. Je rendrai mon rapport à la fin de l'année et depuis le mois de janvier, nous avons travaillé avec mes collègues sur, je suis rapporteur donc de cette mission, sur les problèmes du Proche et du Moyen-Orient. Or, vous le savez, les derniers événements de cet été l'ont démontré, l'Iran a les clés de bien des problèmes locaux, problèmes régionaux sur le secteur du Moyen-Orient. Par rapport à sa position géographique, mais également par rapport à sa position politique. Évidemment, parce que d'une part, il y a ces rapports avec l'Arabie Saoudite qui sont en train de... ils souhaitent, eux, qu'ils s'améliorent, c'est ce qu'ils nous ont dit. Il y a évidemment les problèmes maintenant de l'État islamique au Levant qui a cette poussée en Irak et il y a ce ferment de peuples kurdes qui voudraient peut-être s'allier avec les Kurdes d'Irak, les Kurdes de Syrie et les Kurdes d'Iran. Donc pour l'Iran, c'est une menace. On les sent plus modérés, l'Iran, sur ce dossier vis-à-vis de l'Irak. C'est vrai. Alors, ils ont soutenu Maliki. Quand nous y sommes allés, il y avait un soutien total à Maliki, le chiite. On sentait qu'ils ne voulaient pas revenir sur cette... c'était une pièce maîtresse. Et puis finalement, ils ont changé quand ils ont vu que c'était qu'il y avait un grand danger avec l'État islamique. Comment se passe la visite d'une mission parlementaire du Parlement français dans un tel pays, le pays donc est l'Iran? On reviendra ensuite sur la situation dans cette zone du monde. Mais quand des députés arrivent, flanqués, je présume, de tout un staff, et ce n'est pas vous faire offense que de dire ça ainsi, bien sûr des moyens de sécurité, vous êtes des représentants du peuple français, vous représentez la République. Est-ce qu'on vous laisse travailler? Est-ce que vous êtes cantonné dans des beaux hôtels? Est-ce que vous avez accès là où vous voulez aller sans qu'on vous... Ah, je vois votre visage, votre sourire. Non, c'était une reprise de discussion. Donc, puisqu'il y avait eu l'échec pour parler de Genève, des négociations de Genève sur le nucléaire, avec une autre date qui était donnée pour un nouveau délai. Et donc, il y avait eu une délégation du MEDEF en début d'année qui était allée à Téhéran et qui disait il faut absolument qu'on reprenne des relations économiques. D'une part, l'Iran a 80 millions d'habitants, donc de grands besoins économiques. Ils ont souffert beaucoup des mesures de rétorsion mondiale. Et en même temps, nous, on en a souffert aussi. Donc, un échange commercial est bienvenu, mais alors évidemment, l'Iran n'est pas un pays de liberté, on le sait, mais on a des relations avec l'Arabie Saoudite qui n'est pas non plus un pays de liberté, donc ça n'est pas pour autant qu'il faut laisser le peuple iranien de côté. Il n'y avait pas une forme d'affront aussi de la part du Parlement à mandater une femme que vous êtes, et dont on connaît aussi les attraits féministes, pour conduire cette délégation parlementaire dans un tel pays où les femmes sont voilées? Je suis rapporteur
d'une mission, et comme je suis vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, c'est à ce titre que je dirigeais la mission. On vous a respecté en tant que tel? On m'a respecté en tant que tel. Nous étions 4 parlementaires. J'avais un administrateur avec moi, puisqu'on a tout le temps quelqu'un qui nous accompagne de l'Assemblée. Et avec l'administrateur, il y avait bien sûr l'ambassadeur et son conseiller politique. Et nous avons eu 2 journées très denses, mais avec toutes les heures en entretien, c'était cadré. Hein. Ne croyez pas que nous sommes allés en toute liberté. Quand j'ai voulu faire quelques courses, je me suis rendu compte que j'étais plus qu'accompagnée, puisque j'étais gardée. Il y avait, c'était la liberté très surveillée. Mais est-ce que vous avez pu parler librement, comme nous le faisons là tout de suite? Parler librement, je ne sais pas jusqu'où les gens nous parlaient librement, parce que nous avons eu des entretiens qui étaient très riches, qui étaient très importants, avec le président de la Commission des Affaires étrangères, avec la présidente des femmes au Parlement, avec les minorités religieuses, puisque là-bas ça fonctionne par minorités religieuses, qui nous ont tous dit que les députés exerçaient leur mandat librement. Maintenant, je n'ai pas les moyens de vérifier. Et puis, nous avons rencontré, bien sûr, les 2 vice-ministres des Affaires étrangères. Ça, c'était des entretiens extrêmement intéressants, très importants. Parce que là, on a touché vraiment au fond de la politique internationale. Et on a rencontré des victimes du terrorisme. Mais je ne sais pas dire jusqu'où il n'y a pas eu de la mise en scène. Je ne saurais pas vous le dire. J'ai eu une sensation... j'ai perçu des choses, mais dans un pays comme celui-ci... Tout est compliqué. Tout est compliqué. Même la perception personnelle qu'on retire de ces différents entretiens. Oui. Vous êtes rentré à partir du 27 juin. Une visite, on l'a dit l'un et l'autre, qui s'est inscrite dans un cadre de diplomatie parlementaire. La question est très simple, Odile Sog. Faut-il, de notre point de vue, nous Français, avoir peur de l'Iran? Moi, je pense qu'on en aura moins peur si on a des contacts et des échanges. On a peur de ce que l'on met au banc, de ce que l'on met à part. Et nous devons avoir des échanges avec eux, des échanges économiques et des pourparlers. Les pourparlers sur le nucléaire, oui. L'Iran a-t-elle la bombe atomique? Théoriquement, non. Elle n'aurait pas eu, jusqu'à présent, m'a-t-on dit, les moyens de le faire. Maintenant, les moyens de quel ordre? Parce qu'ils ont des puissances intellectuelles, ils ont des ingénieurs. Les moyens techniques, pas eu les matériaux, pas eu tout ce dont ils avaient besoin. Tout ce dont on a besoin pour constituer une bombe atomique. C'est ça. Donc, en théorie, ils ne l'ont pas. Il faut qu'on essaie de leur laisser le nucléaire domestique, leur laisser accepter, mais pour négocier bien, il faut qu'on les remette dans le jeu régional. Et parce que, je vous le disais en début de mon propos, ils détiennent des clés. Il n'y a qu'eux qui peuvent calmer le jeu sur la formation d'un éventuel Kurdistan. Alors, notamment par rapport à la question de l'Irak. On les sent, on les voit plus modérés, alors qu'à un moment donné, les ayatollahs comme l'ayatollah Khomeini étaient quand même des personnes qui ne voulaient pas entendre parler de l'Occident et qui, par définition, auraient pu aller à l'encontre même d'un conflit local uniquement pour faire plaisir à l'Occident. Bien sûr. Mais alors, j'ai entendu beaucoup de choses sur Hassan Rouhani, mais finalement, on me dit que c'est un vrai modéré. Il n'est pas patron, certes. C'est encore le guide suprême qui est patron. Donc, lui, il n'est que Premier ministre, mais quand même... Il a apporté des éléments d'inflexion. Donc, il y a une volonté, puis encore faudrait-il aussi que la population accepte un joug et des privations aussi dures. Il faut qu'ils tiennent compte de leur population en même temps. Comment voyez-vous, vous, Odile Sog, en tant que député du peuple français, la manière concrète dont doivent se vivre de nouvelles relations entre la France et l'Iran? Parce que ça fait plusieurs décennies qu'en France, depuis l'exil d'ailleurs du Shah d'Iran, dernier empereur d'Iran, qui a été accueilli par François Mitterrand sur la terre de France, depuis toutes ces années,
on a du mal avec l'Iran, avec les Iraniens, nous les Français. Oui, puis il y a des groupes, par exemple ceux qui soutiennent les Moudjahidines du peuple en France, qui se sont élevés, par exemple, contre notre mission en Iran. Mais quand on sait le caractère violent des Moudjahidines et quand on sait le nombre d'attentats qu'ils ont pu commettre, moi je considère que ce n'est pas ces gens-là qui vont me donner des leçons de morale. Mais je pense qu'il faut reprendre des relations, pas seulement pour le commerce, mais parce que les peuples ont besoin de travailler ensemble. Si on met, ça c'est une conviction profonde, si on met des peuples au banc de la société, ils se radicalisent. Odile Sogue, députée du Puy-de-Dôme, est donc notre invitée aujourd'hui dans le Grand Entretien, nouvelle série d'émissions radio et vidéo sur RCF, chaîne RCF 63 TV YouTube et sur les antennes de RCF en fréquence habituelle. Retour à la politique nationale, Madame le député. Madame la députée ou le député? Vous dites comme vous voulez. Je dis comme je veux. Bon, Madame le député. François Hollande est en chute libre dans les sondages. 85% des Français disent ne pas souhaiter qu'il se représente en 2017. C'est un sondage IFOP d'il y a quelques jours. Sommes-nous dans une crise de régime ? Crise de régime, pas forcément, parce que les institutions de la Ve République montrent qu'elles fonctionnent. Ça veut dire que le président est protégé, en fait. Le président est protégé. Maintenant, il n'est pas protégé ni de la bêtise humaine, ni de catastrophes comme ce que je peux qualifier de catastrophe, la sortie d'un livre voyeuriste lamentable. Il n'est pas protégé non plus des bêtises de certains parlementaires. Alors attendez, la bêtise humaine, le livre, les bêtises de certains parlementaires. Alors on va reprendre les choses dans l'ordre. Le livre, on va l'évacuer parce que je n'ai pas forcément moi-même envie de vous poser des questions là-dessus. La question, oui, allez-y. Écoutez, mon jeune collègue qui était tout nouveau ministre, fringant ministre, secrétaire d'État, qui a oublié de payer ses impôts, qui reconnaît qu'il n'avait pas déclaré ses revenus. Et enfin, oui, mais on peut se poser la question autrement. Odile Sogue, à un moment donné, l'administration fiscale. C'est parfaitement si vous, comme moi, comme ceux qui nous écoutent ou ceux qui réalisent cette émission, qui travaillent, nous avons ou pas payé nos impôts. Oui. Donc on ne peut pas passer un petit coup de téléphone avant de nommer quelqu'un ministre. Si vous permettez, je suppose que c'était des prélèvements sur tiers détenteur, hein, comme selon la formule consacrée, mais ça montre aussi que... il avait un arriéré de 30 000 € quand même. Ça montre aussi que la nouvelle loi fonctionne, parce que cette transparence, pardonnez-moi, c'est pas grave. Cette nouvelle loi qui fait normalement, qui opère des contrôles d'emblée sur les patrimoines et sur les déclarations d'intérêt des ministres, eh ben, c'est quand même quelque chose d'important, parce que autrement on ne l'aurait pas vu. Vous avez dit, Odile Sogue, je vous reprends, je vous cite presque dans le texte, que le président François Hollande, même si vous acceptez de reconnaître qu'il est en chute libre dans les sondages, est protégé par les institutions de la Ve République. Il le doit d'ailleurs à celui que fut le général de Gaulle, qui avait organisé la Ve République et qui lui-même a connu à un moment donné un peu cette crise de régime, notamment vis-à-vis de la rue. Vous avez parlé donc de certains ministres un petit peu qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Vous avez critiqué le livre. Vous l'avez qualifié de voyeuriste, le livre de Valérie Trierweiler, et puis des députés, avez-vous dit, pas forcément sympa non plus. Donc ça, c'est le camp des frondeurs. Alors, non, je pensais à Thomas Thévenoud parce qu'il était encore député la semaine, il y a 10 jours, quand c'est mon voisin de bureau. Donc, maintenant, vous parlez des frondeurs. Donc, on va dire à tout le monde, il s'agit bien de socialistes qui ne se reconnaissent plus comme étant dans la majorité. Voilà. Bon, bah, écoutez, s'ils ne se reconnaissent plus comme étant dans la majorité, moi, quand j'ai été en désaccord avec monsieur le maire, sur mes mandats d'adjoint... Le maire de Clermont-Ferrand, Serge Godard à l'époque. J'ai démissionné. J'ai démissionné parce qu'il y a un moment où si on ne se reconnaît pas dans la politique qui est menée, on a le courage de partir. Si vraiment ils ne sont pas d'accord, à ce moment-là, ils votent selon leur conscience. Mais il faut qu'ils disent on retourne devant les électeurs, puisque c'est comme ça que ça va se traduire. Vous pensez qu'à un moment donné, le président va dissoudre là ? Non.
Pourquoi? De lui-même. Parce qu'il sait très bien que le camp socialiste perdrait énormément de sièges? Oui, puis je ne suis pas sûre que ce soit cela je ne suis pas sûre de l'aboutissement. Moi, je regrette beaucoup qu'on ait fait le quinquennat. Je l'avais dit à l'époque, mais... C'est-à-dire, vous êtes une partisane du septennat? Oui. Non renouvelable? Non renouvelable, pourquoi pas, parce qu'effectivement, c'est une période longue, mais il faut avoir le temps de mener une politique sur la durée. 5 ans, c'est trop court. Le temps, oui. On reparle maintenant des prochaines échéances. Le temps médiatique n'est pas le temps politique. Il faut quand même que l'on comprenne que... Mais pourquoi le temps médiatique s'impose-t-il au temps politique? Parce qu'il y a des médias maintenant, moi j'ai des alertes sur mon téléphone en permanence, on saura 4 fois de suite si vous avez 4 alertes programmées, vous saurez 4 fois de suite que Jérôme Kerviel est sorti ce matin de prison, on est content pour lui, mais... Est-ce nécessaire de matraquer constamment? Et on finit par ne plus sentir, c'est pas à vous que je l'apprendrai, mais on ne sent plus le fond des choses, la valeur réelle des choses, tout est tellement médiatique. Moi, je veux pas... bon, j'ai un certain âge, même un âge certain, mais... Je suis choquée que l'on donne plus à l'apparence et puis je suis triste aussi de cette crise de jeunisme et d'élitisme dans laquelle on est... Exacerbé par les médias? Oui, c'est exacerbé par les médias. Même vis-à-vis du personnel politique? Oui, alors, si vous permettez, je vais vous dire une chose. Il y a une expression que je ne supporte pas, c'est le personnel politique. Parce que nous ne sommes pas du personnel. Moi, mes engagements chez Michelin, quand je me suis engagée... vous étiez d'abord salarié chez Michelin. J'ai été salarié chez Michelin 36 ans, j'ai été syndicaliste, j'ai été élue politique. Moi, je suis une élue politique, je ne suis pas du personnel politique. C'est quelque chose qui me fait mal profondément. Alors, je ne parle plus du personnel politique. Puis-je continuer sur les notions de frondeur, oui. Parti socialiste? Vous leur en voulez à vos collègues députés que vous croisez forcément à l'Assemblée nationale et qui, je le répète, sont peut-être aussi à l'origine de ce désamour aujourd'hui consommé entre François Hollande et les Français. Moi, je leur en veux de ne pas comprendre, d'avoir beaucoup de sectarisme. Vous savez, dans le mandat précédent, dans la 13e législature, on savait que les caisses étaient vides. Moi, j'en veux aussi de nombreuses promesses qui ont été faites parce que je me disais que c'était pas possible, on ne tiendrait jamais. Je voudrais qu'ils aient assez de sagesse pour comprendre parce que c'est leur petite carrière politique, ils se précipitent devant les micros. Ce sont des intermittents du spectacle, je ne supporte pas ça. Vous voulez pas qu'on parle de personnel politique, mais vous dites que ce sont des intermittents du spectacle, ce genre de députés? Oui, je le dis et je l'assume. Je l'ai déjà dit devant des télés et je l'assume. Et d'ailleurs, il y a des intermittents du spectacle qui m'ont reprise. J'ai reçu des mails pour me dire que c'était pas correct. Mais ce sont des gens il y a qu'une chose, c'est qu'il y a que la politique spectacle qui les intéresse. Alors on a passé son temps pendant 2 ans et demi à faire des couacs, des allers-retours inacceptables. Quand on est dans un gouvernement, on suit la ligne qui est décidée. Enfin, moi j'ai appris. Sinon on démissionne. C'est ce que disait en fin de compte Jean-Pierre Chevènement. Ferme sa gueule, on démissionne. Voilà, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Un député frondeur, ça ne doit pas exister. Ça Écoutez, marche. Quand on est dans la majorité, on peut avoir des débats internes. Mais après, vous savez, on doit suivre la majorité, parce qu'autrement, c'est pas pensable. Odile Saugue, 2 questions, il nous reste 1 minute. Dissolution ou pas, est-ce que vous vous représenterez? Ah non, moi c'est fini. Même s'il y avait une dissolution, je ne me représenterai pas. Deuxième question, c'est plutôt, elle appelle de ma part un commentaire, de votre part, pardon, elle appelle un commentaire. Manuel Valls, il y a quelques heures, a dit « Le Front National est aux portes du pouvoir ». C'est quelque chose que je redoute. Alors on l'accuse, les médias, c'est ce que j'ai vu, les médias l'accusent de vouloir faire peur aux gens. Je crains que d'une façon quasiment naturelle, et non pas par effraction, on voit arriver effectivement le Front National au pouvoir. Et alors, on a vu dans les différentes mairies ce que ça peut donner.
sur les libertés, sur sur la culture, par exemple. C'est important. Mais je le redoute moi aussi. Quand, je l'ai vu pour les municipales, quand quelqu'un est mal identifié, eh bien, quand les candidats de gauche sont mal identifiés, on a une poussée du Front National. C'est systématique. Odile Saugue, merci d'être venue dans ce studio, d'abord pour nous parler politique nationale, mais surtout de ce retour, de nous avoir fait en direct ce retour de votre mission parlementaire française en Iran du 24 au 27 juin prochain. Dans la prochaine émission du Grand Entretien, je recevrai Flavien Neuvy, un tout jeune maire, le nouveau maire de la ville de Sébaza dans le Puy-de-Dôme. Merci. Merci.